Alors demain, qu'est-ce que vous allez faire? Avec vous? Avec elle? Ce que vous me direz. Et si je vous dis rien? Je sais pas, j'essaierai de... Je suis pas une petite bourgeoise. Ça, vous l'avez déjà dit, il faudra le prouver. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que j'aurais envie de faire. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Bienvenue dans Bizarroïde. Je m'appelle Jean-Baptiste et dans ce podcast, je propose à mes invités de choisir 3 films pour partager leurs émotions de cinéphiles. Dans cet épisode, je reçois Chloé Safi, auteure de Fleur de chair et de La règle de Troie, 2 romans publiés chez La Musardine et traversés par l'énergie à la fois créatrice et destructrice de la sexualité. Une écriture tantôt ludique, tantôt vénéneuse, dans laquelle transparaît un ensemble cohérent de références cinématographiques et plus largement artistiques, ce qui m'a donné envie d'inviter Chloé à nous faire découvrir ou redécouvrir 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Déshabille-toi. Allez, continue. Viens ici. Comment, déjà? Elle est déjà nue? Oui. Viens, elle a dit faire. Ah, imagine-la. Qu'est-ce qu'elle porte sous son manteau, hein? Bah, La même robe que la dernière fois? non, non. Une jupe et un pull. Oui. Elle retire sa jupe d'abord. Elle la laisse tomber à ses pieds. Continue, allez. Elle l'enjambe. Elle retire son pull au vert. Tiens, elle s'est prise la tête dedans. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Bah oui! Elle est ridicule. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Déshabille-toi. Complètement. Bonsoir Chloé. Bonsoir Jean-Baptiste. Parmi les 3 films de ton choix, on a La prisonnière de Henri-Georges Clouzot, qu'il a réalisé en 1968. Alors, quand tu as proposé qu'on parle de ce film, j'ai trouvé que ça a tombé sous le sens quand on connaît ton univers littéraire autour du BDSM, on va dire, puisque c'est un film qui traite des rapports de domination, de soumission. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente La prisonnière pour toi, si tu arrives à le définir et dans quelles circonstances tu l'as découvert? C'est marrant parce que moi c'est un film de Clouzot que j'ai découvert assez tard parce que c'est pas le plus connu de sa filmographie Non. et pourtant c'est le dernier. En général, on peut être amené à connaître un dernier film d'un réalisateur et celui-ci est passé quand même globalement sous les radars de beaucoup de monde puisque on va plus parler des plus connus, hein, le Salaire de la peur, Les Diaboliques, La Vérité, bien sûr. Mais La prisonnière, moi, je l'ai vue assez tard. Je ne sais plus vraiment dans quelles circonstances, mais ça m'avait intéressée puisque forcément, quand j'ai réalisé que c'était un film qui tournait autour de relations SM. En plus, bon, sorti dans les années 60. Alors certes en 68, mais quand même dans une époque où ces questions-là restaient assez tabous. Et je pense que c'est toujours aujourd'hui une sexualité qui reste taboue, quoi qu'on puisse en dire. Ça m'avait beaucoup intéressée. En plus, ce qui intéresse d'autant plus que c'est un film en couleur. Je crois que c'est son seul film en couleur sur sa filmographie, y compris les documentaires qu'il a réalisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est né, en fait, je pense, de 2 projets qui ont été avortés. Qui sont L'Enfer et qui sont le fait que pendant très longtemps, Clouzot a caressé le projet de faire une adaptation d'Histoire d'eau, ce qui aurait été incroyable, je pense. Histoire d'eau traitée par Clouzot, ça aurait eu une autre gueule quand même que le film de Juste Jacquin. Et c'est pas anodin non plus dans sa filmographie, puisque il y a quand même toujours un traitement de rapport de force, de rapport de domination. Donc je pense que c'était cohérent et je trouve ça intéressant que ce soit le dernier de sa filmographie. Et par rapport à L'Enfer, c'est qu'on retrouve dans La prisonnière des motifs qui sont l'art cinétique, le travail justement sur des effets vidéo qui ont été expérimentés dans L'Enfer et dont on voit les chutes dans le documentaire qui a été fait il y a quelques années à ce sujet, mais qui là sont exploités à fond la caisse, quoi, hein, puisque pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, le propos de La prisonnière, c'est le personnage de Stan, qui est un galeriste et qui est photographe. Et le film va commencer sur une exposition d'art cinétique. Donc l'art cinétique, c'est un mouvement. On expose des œuvres dont plusieurs éléments sont en mouvement. Donc ça va être des mobiles,
des choses où on va jouer avec la lumière, avec les matières. Mais lui, du coup, d'un point de vue visuel et graphique, ça lui permet de jouer sur des effets de miroir, etc. Le film va commencer sur ce personnage et il expose notamment dans sa galerie Gilbert, qui est un jeune artiste aspirant dans l'art cinétique et qui est en couple avec une jeune femme qui s'appelle José. Et en fait, suite à ce vernissage, elle décide d'accompagner Stan chez lui. Il propose de lui faire une petite exposition de photos, enfin en tout cas de lui présenter des photos qu'il fait qui sont de la calligraphie. Il prend de la calligraphie en photo. Et au milieu de ce carrousel de photos de diapositives, il se trouve qu'il y a une photo de femme nue à quatre pattes et enchaînée. Et lui est très gêné qu'elle ait vu cette photo. Elle commence par rigoler. Et malgré tout, elle dit, est-ce que vous pouvez me la remontrer? Donc, il ne veut pas. Et il y a tout un jeu qui va commencer entre ces deux personnages et toute une relation qui va lentement glisser vers du SM, mais du SM très cérébral. Ça reste un film de son époque, donc très assez pudique, on va dire, sur tout ce qui va être de la question de la nudité ou des actes en eux-mêmes, mais qui par contre, psychologiquement, je trouve, va assez loin dans la question de la honte, de la manière dont ces deux personnages se tournent autour, dont ils jouent de tout ça, et en plus, ça intègre complètement voilà toutes ces questions d'art cinétique, du son, de l'utilisation du son. C'est vrai que quand on le revoit, on est assez surpris de voir qu'il y a finalement assez peu de d'imagerie un peu folklorique, on va dire, un petit peu cliché du BDSM. En fait, il y a finalement peu de choses qui se rapportent à ces clichés visuels du BDSM. Il y a effectivement finalement la photo qu'elle entrevoit dès le premier rendez-vous, mais après dans leur rapport à eux, on a peu de choses directes parce qu'après il y a tout un jeu de symbolique qui est très intéressant dans leur relation. Mais le latex, le cuir, les accessoires, tout ça, les fouets, les martinets, finalement, c'est pas présent directement à l'image quand on le fait le bilan. Il y a des choses qui jouent là-dessus, mais qui sont indirectes, qui sont métaphoriques, notamment dans une séquence où ils partent en week-end en Bretagne. Je pense que ça doit être sur la côte bretonne qu'ils partent. On a ces chaînes qui relient les bateaux, là, des amarres de bateaux, ces espèces de carcasses, des coques de bateaux échoués sur la plage, dans lesquelles Ouais, ouais. tous ces matériaux, toutes ces formes dans lesquelles il s'amuse, qui évoquent indirectement l'imagerie BDSM qu'on a tout de suite en tête, l'attirail BDSM, j'ai envie de dire. Mais Oui, finalement, il y a assez peu de choses autour de ça. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, tout cet univers visuel, artistique de l'art cinétique n'évoque pas directement pour un spectateur d'aujourd'hui le BDSM non plus. Ses couleurs, ses formes, c'est quelque chose qui va jouer dans un second temps, qui va nous représenter un petit peu le labyrinthe un peu mental dans lequel se perd José dans la dernière partie du film et toutes ces expérimentations visuelles qu'on a dans cette espèce de séquence de délire, de cauchemar, de fantasme qu'il y a à la fin du film qui est pour le coup repris du travail qu'il avait commencé à faire pour l'enfer. oui, voilà. Le film s'est bâti aussi sur les restes de l'enfer, quoi. Ouais. Et mais là, de fait, on a l'impression que l'utilisation de tout ça est beaucoup plus maîtrisée qu'elle ne l'était. Quand on revoit le documentaire sur l'enfer, De Serge Bromberg, ouais. on se dit que ça pédalait quand même dans la choucroute et que peut-être qu'il savait pas trop où il allait avec ça. Il savait qu'il tenait quelque chose, mais finalement, est-ce que c'était vraiment le bon film pour faire ça? Et sans doute que cette utilisation est finalement bien plus pertinente et maîtrisée dans La Prisonnière. On a un peu peur que si ça avait été, j'ai envie de dire, l'argument principal de l'enfer, tel qu'on nous l'a présenté, un peu, en tout cas a posteriori avec le documentaire de Bromberg, on nous a présenté ça comme ah, quel film révolutionnaire ça aurait été visuellement l'enfer. Et si ça avait été que ça, finalement, derrière, comme tu dis, il y a peut-être un réalisateur qui développe tout un attirail technique et qui après, qu'est-ce qu'il en fait? Il le sait peut-être pas forcément lui-même, il joue sur des Voilà. trucs complètement Et c'est pulsionnels et sans forcément en dégager quelque chose de cohérent. Et c'est vrai que ça m'a quand même surpris. Au moment où j'ai vu La Prisonnière, ça m'a pas frappé parce que j'avais une connaissance du cinéma de Clouseau qui restait quand même assez minime. Mais maintenant, je me dis, mais c'est vraiment étonnant des gens qui parlent de l'enfer et qui ne parlent pas de La Prisonnière parce que je pense Hmm. que les deux sont quand même très liés dans sa filmographie. Ce qui est vachement intéressant aussi, alors ça c'est sans doute
pas conscient de la part de Clouseau, et encore peut-être que. C'est le voisinage qu'on peut faire de ce film avec deux œuvres de Michael Powell, qui sont Oui, Le Voyeur et même, je dirais, dans une certaine mesure, les chaussons oui, rouges. tout à fait. Et il y a même des plans. Ah, mais c'est fou, en fait, il y a des séquences qui sont très proches dans la manière d'appréhender ces personnages. D'une part, alors les chaussons rouges, c'est pour cette femme qui finit complètement cartelée entre ces deux hommes et qui finalement choisit la solution la plus tragique pour mettre fin à un choix. Et la deuxième chose, sur le voyeur, bon, la filiation, elle est quand même extrêmement claire avec un personnage assez pervers qui est aussi dans la question des images, dans le Ouais. fait de mettre la personne face à un miroir et face à ce qui lui fait honte ou ce qui lui fait peur. Voilà, je pense il y a quand même des liens qu'on peut faire à ce niveau-là. Oui, et puis esthétiquement aussi, c'est vrai qu'il y a un jeu sur des couleurs qui sont presque des couleurs à la Mario Bava d'une certaine façon. Ça fait aussi Ah penser mais à un cinéma fantastique à certains moments. La façon dont ses désirs, les pulsions l'emportent sur certains personnages. On est presque dans quelque chose de vampirique et parfois d'alien qui menace de basculer quasiment dans le surnaturel à certains moments. D'ailleurs, la séquence d'ouverture, quand tu revois la séquence d'ouverture générique où il joue avec une petite poupée, Terzieff, Laurent oui. Terzieff, tu sais pas encore dans quel film t'as l'impression, tu te dis mais je vais regarder un polar, je vais regarder un thriller, je vais regarder presque un giallo d'une certaine façon, tu vois, on a l'impression que c'est Mhm. la présentation du psychopathe d'un giallo, d'un film avec une intrigue policière et une forte charge sexuelle comme était le genre du giallo italien à la même époque, quoi. Ah oui, 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 bah, complètement. D'autant que la musique, c'est pas du tout une musique enveloppante, Non, érotique. C'est presque une musique de thriller. Elle est et assez ouais. stridente. Puis en plus, bon, alors le choix d'un acteur comme Laurent Terzieff, qui a ce visage taillé à la serpe, il y a ses yeux très bleus, très froids. Il dégage quand même quelque chose qui est de l'ordre du malaise et en même temps qui est complètement fascinant, quoi. Donc Ouais. comme tu le soulignes, l'ouverture avec où il joue avec la poupée, et ben c'est pareil. Je crois qu'il y a des poupées de Hans Belmer. Je sais plus, enfin des statues de Hans Belmer. Je ne sais plus si elles sont à la galerie ou si elles sont chez lui, mais en tout cas elles sont présentes dans le film. Je pense que la symbolique érotique et fétichiste, elle est quand même mais indéniable, quoi. Mais c'est intéressant, pour en revenir à l'enfer, le film s'est construit sur les ruines, sur les chutes, on va dire, de ce qu'il n'avait pas pu faire après l'enfer. Le problème est vraiment évacué en grande partie. On retrouvera un peu de jalousie, de rivalité masculine plus tard dans le film, mais en tout cas, Mhm. c'est évacué pour une majeure partie du film dans cette séquence où donc, au moment du vernissage, elle descend en sous-sol, j'ai envie de dire presque en backroom d'une certaine façon, Oui, sous c'est la... vrai. Parce que c'est une salle qui est beaucoup plus sombre, avec du noir, du violet, de l'anthracite, quelque chose Oui, et il y de... a et elle est beaucoup moins visitée, c'est-à-dire Exactement. il y a ce qu'on va dire on dirait la vitrine, c'est-à-dire Où l'espace sont tous les vernissage où tout le invités en monde haut. voilà où boivent une petite coupette de champagne et ils pérorent sur demain l'art sera accessible à tous et on le produira en grande quantité, etc., etc. Et puis il y a cette partie effectivement où là on est carrément ouais sur des jeux de miroir ou sur effectivement cette ambiance qui est très peinture noire et on se demande ce qu'on va croiser à un détour. C'est très labyrinthe quoi. Et Ouais. c'est intéressant parce que c'est un peu là qu'on a le premier effet qui nous évoque, pour ceux qui ont vu justement donc les images, les rushs de l'enfer. Pour moi, c'est un peu à ce moment-là qu'on a le premier effet de réalisation qui évoque l'enfer quand elle regarde à travers une œuvre d'art avec un trou rond au milieu et elle surprend Gilbert, qui est son mari, en train d'embrasser une critique d'art, donc. Et là, on a un zoom. Alors, on est à la fin des années 60, donc on est à la grande Oui, époque du zoom, l'apogée du zoom. Elle regarde à travers cet objet, il y a tout un effet de profondeur de champ avec le zoom et une musique qui accompagne ça et des couleurs étranges autour de ça. Là, on se dit, ah ok, donc là, effectivement, on voit l'enfer qui remonte à la surface du projet. Mais ce qui est très intéressant, c'est comme tu dis, c'est la réaction qu'elle a juste après, où elle lui parle à Gilbert, elle lui dit, oh, mais franchement, t'avais besoin de l'embrasser, bon ok, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est Clouseau qui se débarrasse vite fait de l'enfer, en fait, qui enterre vite le risque que l'enfer reprenne ah oui, la question de la jalousie, ouais, ouais, tu ouais. vois, la jalousie, elle est très Et vite expédiée. Tu te dis, quand tu sais que la jalousie était et la jalousie maladive, hein, qui
était la thématique principale, le moteur principal de l'enfer. Là, c'est très intéressant parce qu'on évacue ça tout de suite, comme si Clouseau s'exorcisait un peu de ce regret qui était le projet inabouti de l'enfer. J'ai vraiment eu cette impression-là entre l'effet de réalisation qui t'évoque l'enfer et la façon dont il va mettre ce dialogue très badin en fait entre José et son mari. C'est pas du tout une crise de jalousie, hein, c'est pas du tout un drame que traverse ce couple à Non, ce moment-là, tu vois. on peut extrapoler, mais vu que le film est sorti en 68, je peux pas imaginer que Clouseau ait pas tendu l'oreille quand même par rapport à des changements Ah sociétaux. Et oui, je pense. certes, sur les années 60, on n'était pas encore dans l'apogée du flower power, mais c'était quand même des questionnements qui commençaient à venir, quoi. Donc, et vu que c'est quelqu'un qui a toujours quand même aimé s'emparer de ces questions-là, en toi, pour en revenir sur tout ce qui est la manière dont Clouseau va traiter Sam dans le film, c'est vrai que comme tu disais, on n'a pas du tout, hormis des petits rappels discrets, effectivement, comme des chaînes et tout ça, mais on n'a pas de cravache, on n'a pas de Non. fouet, on n'a pas tout ça. Tout ça passe vraiment par la parole et par la manière dont le personnage de Terzieff, donc qui s'appelle Stan, va par les mots amener José à prendre conscience peut-être de choses qui l'ont toujours travaillé, mais qui étaient enfouies, et il va jouer avec, et il va complètement jouer aussi avec la honte et l'amener à dépasser ce truc-là. Et tout ça va vachement passer par la parole. Donc, il y a des dialogues. Aujourd'hui, ils peuvent presque paraître clichés pour des gens qui pratiquent l'ESM parce que quand on pratique ça, on voit presque un peu les ficelles. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même très osé et très audacieux. Et j'ai même halluciné parce qu'il y a la séquence centrale du film où là, il commence vraiment à jouer avec elle par rapport à tout ça, notamment en la mettant face à quelque chose qu'ils ont vécu ensemble, où elle a assisté à une séance photo où lui a photographié un modèle et elle était complètement fascinée et il lui dit, mais en gros, il la met en situation en disant, mais si tu étais avec moi, ben voilà, qu'est-ce que tu lui dirais de faire, quelle pose tu lui dirais de prendre, et à chaque fois qu'elle veut pas, il lui dit, si, vas-y, allez. Et à un moment, il y a un dialogue, et ça a été une épiphanie, mais a posteriori, c'est que au début des années 2000, il y a eu à un moment le studio Colmax qui est un studio de films pornographiques, qui avait fait un film qui s'appelle Claudine, Bien sûr, avec Ovidie. avec Ovidie et Ouais, bien HPG. sûr. Et donc, ça avait fait grand bruit, en tout cas dans ce Landerneau, puisque c'était réalisé par un type qui avait pris comme pseudo Martin Conuto. Et on a souvent dit qu'en fait, c'était quelqu'un qui venait du circuit traditionnel. On n'a jamais su. Le secret est toujours bien gardé. On ne sait toujours pas qui est cette personne. Mais le film en question, Ovidie joue le rôle d'une dominatrice professionnelle. Bon, il y a toute une intrigue plus ou moins policière, un peu fantastique, etc. HPG joue le rôle d'un inspecteur de police. Et il y a toute une séquence à la fin du film où il y a des pans de dialogue entiers de la prisonnière qui sont repris, mais quasiment mot pour mot, entre Ovidie et HPG. Et moi, j'avais vu ce film-là quasiment à sa sortie, donc c'était en 2003, j'avais une vingtaine d'années. Et quand j'ai découvert La prisonnière 10 ans plus tard, là, j'ai fait « Pardon ?» Ils a réutilisé le dialogue. Donc, bon... je pense qu'on n'est pas forcément nombreux à avoir tilté parce que, à mon avis, Claudine, on n'est pas nombreux à l'avoir vu et tout le monde n'a peut-être pas fait le lien, mais quand on connaît les deux films, alors là, c'est hallucinant. Là, j'ai même revu la séquence de Claudine exprès. J'ai noté les dialogues et la seule chose qui change, c'est l'utilisation du tu et du vous, hein, mais sinon, on est vraiment dans les mêmes gestes et dans les mêmes dialogues, qui prouve bien quand même que ce film-là, en sous-marin, a marqué certains spectateurs, certains réalisateurs. Vous avez envie de ça? Qu'est-ce que je suis si j'ai envie de ça? Vous êtes comme nous tous. Vous êtes rien. Regardez-vous dans la glace. Regardez-vous, vous voyez? Je suis sale. Oui, vous êtes sale. Et vous aimez vous voir sale.
Mais c'est assez intéressant, le shooting photo en présence d'une modèle qui est jouée par Dani Carrel. Alors je trouve que c'est Ah intéressant. oui, et qui était aussi censé être dans l'enfer. Donc voilà, on Ouais. y retourne. Et je trouve que c'est rigolo d'ailleurs parce que Dani Carrel, qui est une actrice, comment dirais-je, de tempérament, on va dire, on aurait dit à l'époque, c'était une espèce de petite Titi parisienne qui trimballait comme ça son minois dans le cinéma dans les années 60, avec ce parler comme ça, faubourg parisien qui existe plus trop comme ça. Et c'est très marrant parce que je trouve que ça donne un décalage complet avec Terzieff et Elisabeth Wiener qui joue. Ah ben oui, eux, ils ont un petit peu l'allure des bourgeois bien nés, Ouais. etc. Et elle arrive. Mais c'est pas simplement un Et décalage de, comment dire, de milieu social, c'est aussi un décalage, je trouve, de générationnel, alors qu'elle a grosso modo l'âge qu'a Terzieff, mais t'as vraiment l'impression qu'elle vient d'un autre cinéma, et c'est là qu'on voit comment le cinéma a beaucoup évolué dans les années 60, comment la société a beaucoup évolué, parce que là on est en 68, et il y a vraiment un décalage de ce qu'elle évoque, alors que c'est pas, elle est pas vieille, hein, je sais pas quel âge elle a 30 ans à ce moment-là, quand elle joue ce rôle-là, hein, c'est une jeune Mhm. femme aussi face au personnage de José. Je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme les. Il y a eu un passage entre les actrices qui étaient un peu typées comme Martine Carole et que tu passes à Brigitte Bardot, qui pourtant physiquement elles sont pas si éloignées, mais il y a Ouais, déjà une manière de bouger, une manière exactement. d'apprendre les Il y a choses qui est déjà un plus truc la même, quoi. générationnel différent, tu vois. Et là, c'est vraiment Mm. l'impression qu'on a avec Elisabeth Wiener, qui est d'ailleurs, je trouve que elle est très bien dans ce rôle. Elle a cette fragilité en même temps, cette indépendance. Enfin, tu vois vraiment une femme oui, effectivement, de l'époque post-68, quoi. Et les années 70 qui se profilent. Elle a eu, hélas, une carrière assez réduite à l'écran, une grosse carrière dans le doublage, hein, parce que elle a été la voix de Mia Farrow, de Meryl Streep, de Glenn Close, de Bette Midler. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. La séquence dont tu parlais tout à l'heure quand ils partent en week-end en Bretagne. Alors déjà, José porte une robe mauve dont le décolleté tient par un réseau de chaînettes et un anneau. Donc voilà, là on a notre symbole, on a la symbolique SM. Ouais. Mais c'est aussi le moment où Stan, qui est un peu cette espèce d'archétype du dominant mystérieux, qui refuse de se mettre à nu, que ce soit littéralement et métaphoriquement, enfin métaphoriquement et littéralement, puisqu'il est, je veux dire, il reste vachement sur son compte à soi, quoi. Il se déshabille pas, Et ouais, on le voit pas etc. Et nu, on là, le voit jamais nu. et il y a ce moment dans la chambre d'hôtel, c'est le seul moment justement où il accepte cette mise à nu et cette vulnérabilité. Donc ça les fait passer aussi dans une autre catégorie. Et c'est vrai que ce trope du dominant comme ça qui se déshabille pas, entre guillemets, c'est quelque chose que moi j'ai retrouvé des années plus tard dans le film La Secrétaire de Steven Sheinberg, parce que finalement, jusqu'à la fin du film, aucun des deux n'enlève de vêtements. Eh non. On est pareil dans des jeux qui passent d'abord dans quelque chose de très intellectuel, de très mental, avant que ce soit génital et que ce soit sensuel, quoi. Donc, comme on disait, c'est un film SM où tout est finalement très décent en apparence. Hmm. Et voilà. Et c'est quand on commence à se pencher dessus, on se dit, ah non, c'est quand même très pervers. Ah oui, c'est très pervers, Mais c'est exactement ça. voilà, c'est extrêmement pervers, mais ça ne saute pas aux yeux au premier abord, quoi. Ouais, mais après, l'art cinétique, je trouve qu'il est intéressant dans le film parce que il en fait quelque chose du point de vue narratif de cette recherche artistique qui est la recherche du mouvement, la recherche des couleurs qui changent, des formes en mouvement dans le cadre, parce qu'il y a quelque chose qui va s'opposer entre finalement le personnage de Gilbert, en tout cas, il est dans la recherche donc de cet art cinétique, alors que finalement José, paradoxalement, elle va trouver quelqu'un qui va l'enfermer dans des images, qui va l'enfermer dans des cadres fixes, tu vois. Elle va arrêter son attention sur l'image que Stan lui montre accidentellement, qui est une petite image, un tout petit diapo, tu vois. C'est un film qui est aussi très intéressant sur l'art, justement, qui met en parallèle, en fait, le désir, la libido, le désir sexuel, et aussi le désir de l'artiste, la pulsion créatrice de l'artiste, parce que d'une certaine façon, tu te dis, ces personnages-là, ils ont besoin de se définir aussi par qu'est-ce que je désire vraiment. C'est un espèce
voilà, de désir qu'on essaie d'attraper, en fait, qu'un artiste, comme un artiste veut figer ça dans une œuvre d'art, il y a un petit peu ça, en fait, qui s'entremêle entre l'art et la sexualité dans ce film, que je trouve est très réussi. Jusqu'à tu vois, l'accident à la fin, le carambolage à la fin, tu vois, de tout ça, c'est un peu cette course effrénée qui à un moment dérape, quoi. Il y a vraiment pour moi cette impression d'énergie qui se mélange un peu violemment, comme de l'eau très froide, de l'eau très chaude, qui vont se mélanger dans le film, qui représente vraiment, je trouve, toute la modernité qui était de ce qu'était le film en 1968. Pour moi, c'est vraiment ça qui est très intéressant entre cette énergie cinétique, entre cette nouvelle génération d'artistes. Et Stan, en fait, qui aussi représente quelque chose d'un peu plus, tu vois, l'intérieur de son appartement, très riche, très surchargé d'objets, de bois laqués, orientaux, de choses, tu vois, de différentes époques. Et il y a un côté un peu plus dandy, classique, parisien, là où la galerie a quelque chose de beaucoup plus pop. En fait, tu vois, beaucoup plus pop, beaucoup plus Oui, couleur plus franche. oui, c'est vraiment la dichotomie entre à la galerie, on va exposer un art. Enfin, je crois qu'à un moment, c'est même une des choses qu'il dit aux journalistes qui sont venus au vernissage en disant maintenant l'art sera accessible à tous. On présente des choses que les gens pourront s'offrir et pas seulement enfermés dans des musées, etc. Et c'est vrai que quand on rentre chez lui, c'est le contraire. On est vraiment dans des objets précieux, dans des œuvres très raffinées, très Ouais, travaillées. Voilà, c'est vraiment la dichotomie entre bon, ben il y a ce qu'il faut pour faire du fric, pour ouais. faire rentrer de l'argent, et puis il y a ce qu'on s'offre parce que c'est plus conforme à nos valeurs ou en tout cas à nos inclinations artistiques, quoi. Exactement, ouais. Il y a presque un côté slogan publicitaire, tu vois, dans ce qu'ils vendent. Il y a quelque chose de, je suis un homme de la société de consommation actuelle, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que quand on entre dans son antre, c'est comme si c'était une identité secrète par cette esthétique inattendue de l'intérieur de son appartement. Comme si c'était on découvrait son identité secrète, ses goûts secrets, tu vois, qu'il n'expose pas comme Mhm. ça directement avec les autres gens de sa génération, les autres qui sont dans quelque chose de très pop, de très artistique, quoi, voilà. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est un film qui est vraiment, comme je disais, quand on le regarde en sachant que Clouseau, pendant longtemps, a voulu adapter Histoire d'eau, c'est très, très intéressant à regarder, La Prisonnière, parce qu'on voit comment il s'est débrouillé de ce projet qui n'a pas pu aboutir et comment il a quand même pu exploiter cette thématique qui, très certainement, l'intéressait, tout en utilisant des choses qu'il n'a pas pu réellement exploiter dans l'enfer, mais aussi un goût, je pense, pour l'art en général, parce qu'on fait un documentaire sur Picasso, bon, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui intéresse là-dedans, à la fois sur de filmer des artistes et de filmer des artistes qui en plus sont pas forcément très sympathiques, quoi, voilà. Ouais. Ou en Alors, tout cas qui ont sans doute un vice caché. Voilà. ouais. リリコさん、今回初めての主演映画ということですが、お気持ちのほどいかがですか？正直とても緊張してますが、素晴らしい先輩方に囲まれてついていこう。勉強するしかないなと思ってます。では、親友役のマコさんはいかがですか？はい。マコちゃんとっても可愛くって仲良しなんだよね。さっきも楽屋で一緒に頑張ろうねって話してたんだよね。 Le deuxième film dont on va parler, c'est Helter Skelter, qui est un film japonais de Mika Ninagawa, si je prononce bien le nom de cette Oui. réalisatrice. C'est un film qui est sorti en 2012, enfin sorti en 2012. Chez nous, je pense que ça a été assez compliqué de le voir. Toi d'ailleurs, comment t'as pu le voir, toi? Pourquoi je l'ai vu? C'est parce qu'à la base, moi, je connaissais le manga dont le film est adapté, Ouais. qui est du même titre, qui s'appelle également Helter Skelter, et qui a une histoire assez tragique, puisque c'est donc l'auteur est Kyoko Okazaki. Et c'était un manga dont elle avait prévu de faire plusieurs tomes, et en fait, qui s'est terminé sur une fin complètement ouverte, mais qui n'était pas voulue. C'est que malheureusement, elle a eu un accident très grave
Il y a d'ailleurs très peu d'infos sur le sujet. Moi, j'ai essayé de savoir si elle était toujours vivante, si Ah elle ouais. avait repris le dessin. Et en tout cas, peut-être au Japon, il y a quelques infos qui circulent, mais en français, j'ai trouvé très peu de choses. Et j'avais vraiment adoré ce manga. Et quand j'ai su que il a bénéficié d'une adaptation cinématographique, mais qui est arrivée très tard, hein, parce que nous, la première publication d'Helter Skelter en France, c'est 2007. Mhm. Il a été republié il y a 1 an et demi dans une nouvelle traduction chez les éditions Atelier Akatombo, qui est une toute jeune maison d'édition. La nouvelle couverture est d'ailleurs bien plus belle que celle qu'on a eue en premier chez Casterman. Donc tout ça pour dire, je n'aurais pas lu le manga, je serais sans doute passée complètement à côté de ce film, puisqu'effectivement il n'était pas du tout facile à trouver. Je ne suis même pas sûre qu'il ait bénéficié d'une exposition en France, que ce soit par exemple par des sorties en festival. Ça arrive, des fois il y a des films, on les verra jamais arriver dans un circuit, mais on aura la chance de les voir dans soit genre à l'étrange festival ou au PIF et tout ça. Là, j'en suis même pas certaine. Mais du coup, ça m'avait intéressée, d'autant plus que l'adaptation a été confiée à donc Mikami Nagawa, qui est une photographe japonaise, qui va travailler dans une esthétique qui est très très colorée, qui est très criarde. Elle disait par exemple, dit pour moi les idoles. Donc quand on dit idol au Japon, ça a un sens assez spécial. Ce sont en fait des jeunes femmes, quasiment toujours des jeunes femmes, qui sont formées à être donc des idoles dans le sens le plus complet du terme, c'est-à-dire qu'elles vont autant être des mannequins que des chanteuses, elles vont être des actrices de drama. Et elle dit pour moi, elles sont comme des poissons ornementaux qui sont créés en laboratoire, quoi. Voilà, c'est des espèces de créatures artificielles qui sont là pour la décoration, pour l'ornement. Et elle dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les observer derrière mon objectif, quoi. Donc, c'était complètement cohérent qu'on lui confie ce projet. Donc, de quoi parle Helter Skelter? Ça n'a rien à voir avec la chanson des Beatles, ça n'a rien à voir avec Charles Manson, puisqu'il y a aussi un film qui s'appelle Helter Skelter, mais c'est sur Charles Manson. Donc, ça se passe à Tokyo et on y suit le parcours de Lily ou Liliko, selon les traductions, qui est considéré en fait comme le mannequin ultime à qui toutes les jeunes femmes veulent ressembler, qui est vraiment l'idole au sens à la fois japonais et au sens le plus littéral du terme. Et en fait, cette jeune femme qui apparaît tellement sympathique, tellement jolie, est en fait en privé une personne absolument abominable qui maltraite ses assistants, qui couche pour continuer une élévation sociale. Donc vraiment quelqu'un qui potentiellement est pas du tout sympathique. Et tout le plot, on va dire, enfin tout le nœud de l'histoire, c'est que cette espèce de beauté absolument parfaite qui est la sienne est totalement artificielle. Ce qu'on apprend, c'est que cette jeune femme, en fait, elle appartient entre guillemets à une femme qui elle-même a été mannequin et qui est agent, qui est devenue son agent et qui l'a entièrement créée de manière artificielle dans une clinique de chirurgie esthétique et qui dit, bah en gros, elle avait la structure osseuse parfaite, elle avait tout ça, donc on pouvait la créer entièrement, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est à elle à part son vagin, ses yeux, ses dents, ses ongles. Ouais. Et tout le reste est faux, quoi. Et ce qui permet de se pencher aussi sur des névroses qui sont à la fois très occidentales et aussi très japonaises, quoi. Où effectivement ça fait partie de ces pays où il y a une course à la consommation qui est permanente, y compris la consommation des artistes, des idoles, et ça entretient cette espèce de folie du personnage. Autant dans le manga, c'est assez différent à appréhender parce que le dessin de Kyoko Okazaki, c'est un dessin qui est pas du tout aimable en fait. On n'est pas du tout dans le manga où les choses sont rondes, sont jolies, sont douillettes, Kawaii, comme on dit. ouais, kawaii, voilà. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un dessin qui est très dur, qui transpire la folie, où les traits sont presque rageurs des fois. Et dans le film, on est dans une toute autre vision de ça, puisque ce que produit Mikami Nagawa en termes d'image, on va être complètement par contre là dans l'esthétique kawaii. Ce sera assumé à fond la caisse. Pour réutiliser ce terme, tout le début du film, c'est on présente le personnage
de l'hélico et pendant 5 minutes, c'est elle qui pose pour des séances photos, pour des publicités. On voit les jeunes lycéennes qui vont s'arracher les magazines chez le marchand de journaux, qui en discutent ensemble en buvant des cafés. Ces jeunes femmes elles-mêmes ont les cheveux teints, ont des maquillages qui sont criards, ont des tas de petits accessoires très rutilants, très brillants, etc. Il y a quand même un truc qui est intéressant, par exemple, là je fais une digression, mais quand Nicolas Winding Refn a tourné The Neon Demon, son idée à la base c'était de le tourner à Tokyo. Et ce qui fait qu'il l'a tourné à Los Angeles, c'est que sa famille, notamment sa femme, lui a dit moi j'ai pas du tout envie d'aller habiter pendant 6 mois à Tokyo pour faire un film. Donc c'est ça qui a déplacé l'action à Los Angeles. Et à la lumière de ça, c'est intéressant de se dire tiens c'est marrant parce que qu'est-ce que ça aurait pu donner si finalement il avait fait son film là-bas et quelque part Helter Skelter a presque précédé ce truc-là quoi. Ouais, alors après, je me demande si Wedding Refn aurait plus adopté, tu sais, le côté très futuriste de Tokyo la nuit, comme ça, les néons, les grandes affiches publicitaires, la froideur futuriste, cybernétique de Tokyo. Mais je sais pas s'il serait allé autant dans le côté kawaii, comme on a dit, le côté très hyper coloré, très pop et très frénétique, comme ça, dans son montage. Je sais pas. C'est une histoire, comme tu disais, qui est en même temps assez universelle sur le besoin de séduction, sur les apparences et le diktat de la beauté, mais aussi qui est très propre à une atmosphère, à un univers visuel japonais. Et au début du film, effectivement, on plonge tout de suite dans quelque chose de kawaii, qui va un peu se déliter au fur et à mesure du film pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus déliquescent au fur et à mesure du film. Et dans le premier quart d'heure, première demi-heure, ça tabasse, quoi. Ça va vraiment à 200 à l'heure. Ça te sature d'informations visuelles, vraiment. Ça veut te montrer que elle vit que l'hélico vit dans un monde qui est saturé d'images et ça t'envoie plein d'informations visuelles, mais à 200 à l'heure, quoi. J'ai essayé de prendre des notes en même temps que je regardais le film, j'avais même pas le temps de prendre les notes sur tous les détails du film, qui prouvent d'ailleurs une recherche esthétique assez intéressante. Tu vois, par exemple, il y a un moment, il y a un photographe qui la mitraille de photos, et le mec, il a une veste militaire, tu vois, il la mitraille, il lui parle de manière super autoritaire, et il est habillé avec un espèce d'uniforme militaire comme ça, je sais pas, de l'armée japonaise, ou je sais pas quoi, assez angoissant. Donc ça te parle aussi de l'autorité. Et puis tu passes de ça, tu passes à elle fait un shooting autour des bonbons. La thématique c'est les bonbons pour une marque de bonbons probablement. Et après tu vois dans sa loge, il y a plein de bonbons disposés partout. Ça a rien à faire là parce que tu te doutes bien qu'elle va pas bouffer un bonbon, elle est mannequin. Donc et tu sais les rappels visuels d'un truc à l'autre. T'as vu, ça reste comme une persistante rétinienne. Dans la corbeille sur la table, il y a les bonbons de la même couleur que précédemment dans la scène d'avant, alors que finalement ça a rien à faire là, mais c'est les produits de beauté dans des flacons fluo, la société de consommation, plein d'informations, plein d'injonctions à la consommation, tu vois, c'est une saturation d'informations visuelles que t'as dans la première partie du film. Surtout, le fait qu'elle ait choisi Erika Sawajiri comme actrice principale pour interpréter le rôle de Miliko n'est pas anodin, dans le sens où c'est une actrice qui a commencé comme ces idoles-là, c'est-à-dire qui a fait un peu de mannequinat, qui a fait quelques chansons et qui a joué dans des dramas. Et en fait, à un moment, elle a été complètement rejetée parce que elle a participé à une conférence de presse où elle devait faire la promo d'un film. Et ça se voyait qu'elle avait vraiment pas envie d'être là, qu'elle répondait de manière très indifférente. Et du coup, c'était considéré comme totalement irrespectueux. Et suite à ça, elle a eu une perte de popularité extrêmement forte. Et elle a été forcée de s'excuser. Et elle a avoué des années plus tard qu'elle ne le voulait pas. Elle disait, moi, je me suis excusée parce que mes agents me l'ont demandé. Mais c'est assez drôle d'avoir été chercher cette fille-là qui, objectivement, est très, très belle. Elle est à la fois magnifiée par les costumes et les maquillages qu'elle porte, mais objectivement, elle est vraiment très, très belle. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le film, on la présente, voilà, elle fait des shootings, elle porte des tenues incroyables, elle est acclamée, elle est aimée. Et à un moment, elle fait une conférence de presse, justement, pour présenter un film où elle est là, c'est formidable, j'ai tellement aimé travailler avec ces gens et tout, on a l'impression que tout est super. Et la séquence d'après, on la voit en coulisses, la manière dont elle se comporte avec ses assistants, avec son maquilleur, elle est
exécrable, elle est vraiment affreuse et je pense qu'il y a forcément un jeu de la réalisatrice qui a utilisé la persona de cette actrice et je me demande aussi s'il n'y a pas des choses qui sont typiquement nippones sur la question de la politesse, sur la manière dont tu dois te présenter aux autres et ce qu'on ne te pardonne pas à partir du moment où tu vas laisser filtrer quelque chose qui n'est pas conforme à une image lisse. Et Helter Skelter, en fait, c'est ça, c'est un peu les coulisses de cette espèce de beauté parfaite. Et en même temps, on peut pas la détester complètement parce que elle est victime en fait d'une espèce de rêve qui est entretenu par son agent, qui en a fait sa créature et qui en plus la maintient dans cette espèce de pacte faustien où elle lui dit à un moment, par exemple, Nico, l'argent qu'elle gagne, elle veut en faire profiter sa plus jeune sœur et donc elle a normalement un deal en disant mon argent, une partie de ce que je gagne doit aller reprofiter à ma famille et notamment à ma sœur. Et sa sœur lui dit bah non, on n'a rien reçu et tout. Et quand elle en parle à son agent, elle lui dit bah ouais, mais si tu veux, tu me coûtes très cher en maintenance quand même, hein, parce que les opérations que j'ai fait pour toi, ça coûte de l'argent et en plus c'est des opérations dans une clinique qui est un petit peu louche, donc il faut des médicaments pour maintenir l'illusion, parce que sinon le corps se dégrade comme un fruit moisi en fait. Et voilà, donc il y a une espèce de course sans fin à rester la plus belle et à rester toujours sous la coupe de la personne qui t'a créé. Donc il y a bien sûr évidemment toute une symbolique autour de la folie avec l'utilisation de la couleur jaune, de la question de la beauté éphémère avec le papillon. Il y a des papillons qui sont tatoués sur le corps de Liliko et il y a une réflexion qui revient régulièrement sur le fait que à la fois les jeunes femmes qui sont là-dedans, donc Liliko et plus tard Kozue qui est sa rivale, puisque c'est la nouvelle qui arrive dans l'agence et qui est plus fraîche, plus jeune, plus ceci, plus cela. Elles disent en gros, on n'est que des machines à vendre du rêve et bientôt une autre personne prendra ma place et tout le monde m'aura oublié, quoi. Donc voilà, et c'est ce que dit d'ailleurs le policier qui enquête sur cette clinique, qui dit à Liliko, votre sacrifice aura été inutile parce que dans un quart d'heure, ils vous auront oublié et donc il y a à la fois toute une réflexion dans ce film autour de cette course à la consommation, de cette course à la perfection, de cette course à la beauté, dont on est conscient, mais dont on ne peut pas sortir en fait, si ce n'est dans la mort peut-être. En tout cas pour ce film-là, je pense que le plus gros écueil qu'il a, c'est qu'il est peut-être un peu long par moment. Il y a des fois des scènes qui s'étirent plus qu'elles ne le devraient. Si je devais citer un vrai problème que j'ai avec le film, que j'ai trouvé très intéressant, très très riche comme ça visuellement, c'est peut-être un peu trop justement. C'est que je trouve que il y a trop d'effets, il y a trop de, tu vois, le papillon par exemple, la symbolique du papillon, je me dis ça c'est peut-être pas la peine. Elle a pas fait le tri, la réalisatrice. Elle aurait pu trier ses idées et il y a peut-être des choses qui sont un peu redondantes et il y a trop d'empilement de choses symboliques de même valeur qui frappent avec la même force. Elle parle au miroir en disant miroir ou mon miroir, donc là il y a une allusion à Blanche-Neige. Les tropes visuels du film se retrouvent peut-être trop en concurrence les uns les autres. T'as un peu du mal à faire le tri et tu te dis là c'est dommage parce que là t'as une image forte, t'as des décors qui sont de toute façon tu vois dingues, mise en scène, au point qu'il y a certains moments où tu sais pas vraiment si c'est la réalité, si c'est dans sa tête. C'est comme les taches qui apparaissent sur sa peau, est-ce que c'est vrai, à quel degré de dégradation elle en est, est-ce que c'est pas la dysmorphophobie, cette peur de la disgrâce, de pas correspondre au code de beauté classique. Et il y a parfois un moment où tu te dis il faut peut-être choisir ton style plutôt que de les empiler les uns à côté des autres, quoi. C'est un peu le problème que... C'est en fait, quand tu as lu le manga, comme c'est mon cas, déjà ce qui surprend, c'est que le film est très très fidèle au livre. Je crois qu'il y a quasiment rien n'a été enlevé par rapport au manga. Mais c'est vrai que quand je me mets à la place de quelqu'un qui le découvrirait sans avoir connu l'œuvre d'origine, ça peut dérouter parce qu'effectivement ça va très très vite, il y a énormément d'informations. Il y a beaucoup de personnages dont parfois on comprend pas tout de suite qui ils sont dans la galaxie de cette jeune femme. Je trouve par exemple que la relation qu'elle a avec son assistante est presque plus intéressante dans le manga, alors que basiquement c'est la même. Hein. Il y a très peu de choses qui diffèrent, mais elle a un rapport avec elle qui est très étrange, quoi, vraiment, où elles ont un truc de séduction, où il y a des rapports sexuels qui sont forcés.
sont pas consenties, où elle utilise le petit ami de son assistante pour satisfaire à la fois sa libido et asseoir la domination qu'elle exerce sur cette jeune femme. Mais après, c'est intéressant parce qu'elle est aussi le symbole de cette ambiguïté qu'il y a dans ces idoles et dans les différentes icônes que crée notre époque, entre quelque chose qui doit être très pur, très enfantin, très chaste, comme ça, très mignon, très kawaii, et en même temps hyper sexualisé. C'est pas tant un film sur la beauté, ce film, qu'un film sur la popularité, en fait, que le diktat de la popularité. En fait, le problème de Liliko, ce qui la tue à la fin, c'est qu'elle doit réunir en elle les désirs de plein de monde. À un moment, le flic dit « Sa beauté est un assemblage d'images, le montage concret de nos désirs ». C'est traduit comme ça. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Elle doit synthétiser en elle les désirs de plein de mondes différents. Et elle n'arrive plus, en fait, à contenir tout ça. Elle peut pas contenir à elle toute seule les désirs, les regards de millions de Japonais, en fait. C'est ça qui lui arrive, en fait. Et donc, c'est pas forcément une histoire de beauté, parce que ça pourrait être un personnage excentrique, qui est populaire pour son excentricité, sur le fait de se réinventer tout le temps, avec, enfin, tu vois, de surprendre les gens. Bon, il y a bien sûr une question sur la beauté avec cette clinique à la Frankenstein, quoi. C'est vraiment ce truc de la clinique de savants fous qui ont mis au point un truc atroce. On peut faire le parallèle avec The Substance qui est sorti cette année, voilà. Ah mais oui, mais moi quand j'ai vu The Substance, je pense que de toute façon tous les gens qui ont vu Helter Skelter et qui ont découvert The Substance ne peuvent pas ne pas y penser. C'est les mêmes thématiques, il y a des choses qu'on peut complètement relier les unes aux autres et il y a aussi la rivalité féminine, enfin il y a tout ça et il y a effectivement des phrases qui sont dites très clairement dans Helter Skelter. À un moment, il y a Liko, elle dit à Ada, donc qui est son assistante, elle lui dit être oublié, c'est pareil que mourir, quoi. En gros, donc il y a le fait qu'on soit complètement accro au regard des autres, tout en ne le supportant plus, puisque ce que les autres regardent est une image artificielle et construite. Et à un moment, il y a forcément une dissonance qui va se faire entre qui on est et ce qu'on donne à voir. Puis il y a évidemment un parallèle à faire avec un espèce d'univers prostitutionnel en fait dans ce film. Enfin moi j'ai vu ça en tout cas. Quand je vois l'appartement de Liliko, t'as l'impression quand même de voir un boudoir d'une maison close européenne là pour le coup, tu sais, avec son petit mobilier, la petite lampe comme ça, le petit abat-jour rose, rouge, le velours, les lumières beaucoup plus feutrées que dans les autres décors. Donc t'as un peu aussi l'impression aussi d'un sous-texte, comment dire, de quelque chose d'un peu subliminal autour de la question d'une forme de prostitution. D'ailleurs, le film commence en enchaînant des scènes de sexe de manière très crue et très frontale. Tu sais, t'as sa scène de sexe, elle, dans la loge des maquillages, puis on passe à l'assistante avec son copain, puis elle, on la voit coucher de nouveau avec, je sais pas, un producteur, enfin quelqu'un, voilà, quelqu'un d'un peu plus haut placé. Ça s'enchaîne aussi, là aussi, ça te donne un peu la nausée, comme les images, la succession d'images un peu propres sur elle, se succède aussi derrière une succession d'images un peu dégueulasse, quoi, tu vois. Et ça joue aussi sur ce double montage, en fait. Ah oui, complètement. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé, mais effectivement, la direction artistique du film est absolument folle. Ouais. Vraiment, comme on dit, il y a un côté à la fin, il y a presque un trop plein. On a presque envie d'arrêter le film parce que on en prend tellement plein les yeux, plein les oreilles, voilà, avec pareil cette musique qui est un peu stridente, un peu précipitée. On n'est pas du tout dans les petites chansons de J-pop toutes mignonnes, quoi. C'est vraiment pas ça. Ah, et à la fois, il y a une fascination qui fait qu'on on peut pas détacher les yeux parce que c'est magnifique et en même temps c'est trop, c'est vraiment trop. Et l'appartement, ouais, de Liliko, par exemple, c'est souvent des appartements qui sont sans fenêtre. Il y a absolument aucune ouverture sur le monde extérieur, sur une lumière naturelle. Et il y a de très très rares moments où ça arrive dans le film, quand elle voit sa sœur, où elle se retrouve dans un champ de colza, quand elle s'enfuit sur les toits parce qu'elle est absolument dévastée de se dire qu'elle va peut-être être remplacée par une rivale plus jeune. Une sorte de crise de paranoïa, ouais. Ouais, mais sinon, on est quasiment tout le temps dans des lieux clos, dans des lieux artificiels et où rien ne semble spontané, en fait. Tout paraît calculé et les rares moments où ça peut craquer, il faut vite rattraper ça très rapidement. Mais c'est intéressant parce qu'à l'intérieur de ces univers très artificiels, je trouve qu'il y a quand même une parenthèse qui est un petit peu reposante et un petit peu rassurante, qui est l'aquarium, en fait. Je trouve que c'est une parenthèse dans le film qui est assez intéressante dans son rythme et dans ce qu'elle dégage du lieu lui-même, c'est-à-dire ce bleu qui est un peu partout, qui est un peu comme un cocon dans lequel tu vas te blottir, le silence du lieu aussi, c'est des endroits
silencieux, les aquariums, très vastes en plus, très grands. C'est intéressant parce que c'est aussi un lieu qui est artificiel. On a en plein milieu de Tokyo, t'as pas à voir des méduses ou des trucs comme ça qui passent au-dessus de toi. Mais tout est artificiel et il y a même une case quand même. Vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer. On a la petite pilule bleue parmi tout le pilulier qu'on te propose de petites pilules à avaler. Il y a la petite pilule Oui. bleue qui te détend de l'aquarium. C'est ça qui est assez fou. All right. Come on, Catherine. She's had quite a journey, not like anything we've ever seen before. So she's made contact. Oh, yes. She's gone very deep into his world. Time's too far. It's cold. That could be dangerous. What are you talking about? Well, if she came to believe that Starger's world is real, then theoretically her mind could convince her body that anything that was done to it there was actually done. It's like the old wives' tale. You die in your dream, you die in your life. Alors, on passe au troisième et dernier film. T'as choisi de parler de The Cell de Tarsem Singh, qui est un film sorti en 2000. Et on est sur un assez gros morceau, parce que donc c'est un film produit et distribué par New Line Cinema. On est à 33 millions de dollars de budget, donc c'est une assez grosse production. On va pas parler tout à fait de blockbuster, mais c'est quand même une assez grosse production, avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn et Vincent D'Onofrio en tête d'affiche. Ouais. Donc en plus des acteurs assez solides et une certaine notoriété, en tout cas les épaules pour porter un projet de cette envergure. Alors pourquoi t'as choisi de parler de ce film justement ? Mais moi, c'est un film dont j'ai un souvenir qui est très marqué, dans le sens où déjà je l'ai vu sur grand écran, et quand on sait après ce que c'est comme film, ça prend quand même tout son sens quand il est vu dans une salle de cinéma. Et The Cell est resté pour moi un film qui, même encore maintenant, en le revoyant pour la préparation du podcast, je me suis dit, il y a certaines choses sur lesquelles je vois des ficelles aujourd'hui parce qu'on le filme à 24 ans, donc, mais je continue à le trouver extrêmement intense, extrêmement puissant. Et je sais qu'à l'époque où il est sorti, c'était un moment où, c'est sans doute moins le cas maintenant, mais où on me disait ah bon, t'as aimé ce truc et en fait, il y avait quelque chose qui était cristallisé autour du fait que l'actrice principale était Jennifer Lopez, qui commençait une carrière de chanteuse beaucoup plus que d'actrice de cinéma, alors que je pense qu'elle avait quelque chose d'intéressant qui pouvait démarrer en tant qu'actrice. Et en gros, c'était des blagues sur le cul de Jennifer Lopez et tout ça, et j'avais souvent envie de dire non mais faut dépasser ce truc parce que je veux dire visuellement c'est un film, moi j'avais l'impression d'avoir jamais vu ça quoi. Et tu parles de budget, effectivement il y avait beaucoup d'argent et ça se voit à l'écran, c'est utilisé quand même pour servir vraiment la vision du réalisateur, qui très clairement a dit, pour moi ce film je l'ai conçu comme un opéra dans le sens où il y a une démesure des décors, les costumes ne sont pas censés être crédibles, les lieux c'est pareil, je veux dire la clinique où est le jeune garçon sur lequel s'ouvre le film, clairement ça ressemble absolument pas ni à un hôpital ni à une clinique lambda, et le réalisateur a toujours dit voilà, moi j'envisage ce film comme un opéra, j'assume totalement le côté kitsch et il faut que je vous fasse peur dès le début pour ensuite pouvoir mettre toutes ces choses kitsch qui du coup passeront beaucoup mieux que si je vous avais pas effrayé avec ce personnage-là. Enfin, là, on va peut-être un peu vite en besogne, on va faire quand même un résumé de The Cell, donc je veux dire la cellule en anglais. Donc c'est un film de serial killer, on va dire, pour aller vite, et pour développer, on va dire que l'histoire va démarrer sur le personnage joué par Jennifer Lopez qui s'appelle Catherine, qui est une psychologue, psychiatre, en tout cas elle va plutôt être là-dedans, mais elle a aussi des dispositions sur tout ce qui est connaissance neurologique. On pourrait, je pense, le dire comme ça, sinon elle pourrait pas faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire être appelée pour utiliser un dispositif qui permet de rentrer dans l'esprit de malades qui sont dans le coma. Elle traite ce genre de personnes. Et le fait donc de partir de ce postulat permet une créativité visuelle, une créativité graphique qui est assez immense. Bon, on va y revenir ensuite. Et ce personnage est appelé en urgence par le FBI qui, parallèlement à ce qu'elle fait au sein de la clinique, est sur la piste d'un serial killer qui a un mode opératoire où il va enfermer ses victimes
dans une cellule qui est progressivement remplie d'eau. Et une fois que la victime finit noyée, les femmes, il les transforme en poupées. Il les passe dans un bain de javel et il obtient une satisfaction sexuelle en les surplombant, en se suspendant au-dessus d'elles. Et une fois que la satisfaction est atteinte, il va se débarrasser du cadavre et on passe à la poupée suivante, donc à la victime suivante. Le FBI est prêt de le neutraliser. Ouais. Voilà, ils l'ont localisé, ils vont passer à l'assaut. Le problème, c'est que ce personnage, donc Karl Starger, qui est joué par Vincent D'Onofrio, on sent qu'il a des problèmes neurologiques, mais qui font qu'il a des crises et potentiellement, s'il n'a pas ses médicaments, ça peut lui être fatal. Et c'est ce qui se passe. Il le neutralise au moment où lui-même a une crise qui le plonge dans le coma. Sauf que on sait qu'il a du coup enfermé sa dernière victime. On ne sait pas où elle se trouve. Et donc, on va faire appel à Catherine pour qu'elle entre dans l'esprit de ce tueur et qu'elle arrive à lui faire dire où est enfermée cette jeune femme. Et sur ce scénario, qui est pour moi du film de serial killer classique et du thriller classique, on va entrer dans une espèce de débauche visuelle qui est encore aujourd'hui, qui est d'une très grande intensité, je trouve, qui continue vachement à fonctionner. Il y a des choses qui ont vieilli dans le film et ce qui a vieilli, c'est surtout bien évidemment des effets numériques qui aujourd'hui sont dépassés. Mais ce qui m'a surpris en revoyant le film avec le commentaire audio du réalisateur, c'est qu'en fait, il y a énormément d'effets qui sont en dur, on va dire, mais il y a énormément de décors qui, en fait, sont des décors numériques, mais qui sont tellement bien travaillés que s'il ne l'avait pas dit, j'aurais complètement acheté le truc en me disant ça c'est du décor en dur. Il y a vraiment un travail sur la direction artistique qui est phénoménal, sur la photographie, les costumes. Alors les costumes, parlons-en, c'est Eiko Ishioka qui les a faits et c'est quelqu'un qu'on a retrouvé, on a vu sur des films comme le Dracula de Coppola. Je pense que c'est le plus connu parce que les combinaisons que porte Starger et que porte Catherine quand ils sont dans la salle d'opération pour pouvoir rappelle l'armure. Exactement. Ouais, rappelle l'armure de Dracula. Et là où c'est drôle, c'est que c'est aussi des costumes qu'on va voir dans le film. En anglais, ça s'appelle Coma avec Michael Douglas. Le titre français, c'était Mort suspecte. Alors c'est un film de Michael Crichton et quand on cherche des images de Mort suspecte, il y a des costumes et des positionnements des personnages qui ont été réutilisés quasiment tels quels dans The Cell. Et c'est totalement assumé par le réalisateur. Hein. C'est pas un petit plagiat passé en douce comme nous le fait en général Darren Aronofsky. Mais au-delà de ça, quand on s'intéresse un petit peu, je pense à la photographie, à l'art en général, au moment où Catherine arrive dans l'esprit de Starger, elle est dans l'esprit de quelqu'un qui a par exemple son petit musée des victimes personnelles et cette séquence où elle actionne un levier et tu as des espèces de stores qui se soulèvent et on voit toutes ces victimes qui sont toutes dans des positions d'espèces d'archétypes fétichistes, quoi. Voilà, donc il y en a une, elle est sur, je sais plus si c'est un fauteuil de dentiste ou de gynéco. Il y en a une qui est attachée, l'autre est en pony girl. Il y en a une, c'est une ballerine qui est entravée avec les mains attachées dans le dos. Elles ont toutes des colliers de soumission. Et toute cette séquence, en termes de visuel, de graphique, elle va rappeler notamment la photographie de Jan Sodek. Et quand on a vu les photos de Jan Sodek et qu'on regarde pareil ces images, c'est très manifeste. Et pareil, c'est la photographie de Joel Peter Witkin. Et c'est pareil, il y a plein de choses qui sont empruntées à ces univers-là. Donc, de l'image, on va être dans le symbolisme, on va être dans un graphisme très particulier, potentiellement extrême, potentiellement malsain, et en même temps, esthétiquement, extrêmement puissant, quoi. Je pense que ça fait partie de ces films où le propos est tellement abominable qu'on est presque gêné d'être subjugué en fait par la qualité esthétique du film. T'as tout à fait raison et je pense que ça va au bout d'une logique, d'un mouvement qu'il y avait dans le cinéma à ce moment-là. Ça pousse à son comble en fait, à son paroxysme, une tendance du cinéma qui a commencé avec la mode du film de serial killer dans les années 90 et surtout, je pense, sur vraiment le film qui a lancé une vraie mode du film de serial killer d'enquête autour d'un
d'un serial killer qui crée des scènes de crime très esthétiques, très mises en scène comme ça, c'est Seven de David Oui, Fincher en complètement. 95 bien Ouais, sûr. ouais. Et en fait de 95 jusqu'au début des années 2000, là on est un peu sur la queue de comète en fait, et c'est ça qui est intéressant. On a eu beaucoup de films qui ont voulu surfer sur le succès de Seven, qui est d'ailleurs une production New Line Cinema, hein, faut pas Mhm. l'oublier, Seven. Ouais. Et donc on a eu Bonne Collector, on a eu Le Collectionneur, on a eu, tu vois, différents films, quoi. Résurrection avec Christophe Lambert, magnifique, de Russell Mulcahy. Donc on a eu des espèces de, je serais un peu dur en parlant de Seven-like, mais on est un peu comme ça, enfin un peu du Seven exploitation. Et c'était déjà des films qui étaient très esthétisants, qui avaient une esthétique très forte. C'est pas du tout des polars, des thrillers froids qui montrent les choses de manière très froide et qui te mettent à distance de l'horreur du serial killer et qui essaient d'apporter une psychologie très crédible. C'est parfois complètement délirant et c'est en fait un plaisir de cinéphile comme plein de sous-genres du cinéma. Tu sais que tu vas voir Mhm. un film avec des tropes narratifs, avec des plaisirs, même si c'est des plaisirs malsains que tu vas retrouver à différents moments, avec des scènes de crime qui viennent de manière métronomique. Ah, il a encore frappé à la 30e minute. Ah, il y a encore une nouvelle scène de crime, puis Ouais. encore une autre, et puis un indice caché. Des trucs complètement alambiqués, mais qui font le plaisir de ces films-là, pour peu qu'on les revoie aujourd'hui avec intérêt. Mais et là, dans ce film-là, on est comme ça dans la première demi-heure, en fait. On est vraiment sur les tropes narratifs, sur les passages obligés du film de serial killer. On a la scène de crime dans un coin de campagne, il abandonne une des victimes sous un pont, près d'une route. Enfin, tu vois, il y a vraiment Mais ce truc-là. Il y a le briefing de l'agent du FBI avec ses équipiers dans la salle de réunion, tu sais, avec le paperboard, des oui, trucs comme ça. ou genre il a pas dormi de la nuit avant, donc Exactement. il se brosse les dents et l'autre lui dit mais tu t'es pas changé, il dit non mais c'est bon, je suis prêt, il y a pas C'est de souci. vraiment, on est vraiment sur des clichés qui déjà à l'époque étaient déjà des clichés parce qu'on était déjà dans une tendance qui était déjà installée dans le cinéma. On a bien sûr la descente de l'unité d'intervention du SWAT ou de je sais pas quoi chez le serial Mm. killer, tu vois, à l'aube, tu vois, chez lui. Il y a ces tropes narratifs comme ça qui sont là pour faire la formule en fait du film de serial killer. Sauf que comme tu dis, ça bascule dans quelque chose qui est qu'on n'avait pas vu jusque-là, et qui pousse les potards d'une certaine façon bien plus loin, mais qui d'une certaine façon vont au bout d'une logique qui était déjà présente dans ces films sur leur aspect formel, sur leur aspect esthétique, sur leur photo, qui vient chercher la photo de Darius Ronji, qui était à l'époque dans Seven. C'était quelque chose de très nouveau, de très inattendu, de très marquant, ce côté très granuleux, ces filtres verdâtres, jaunâtres, tu vois, il y avait quelque chose de... Je Mhm. me souviens du générique avec du Nine Et, Inch Nails, oui. et d'ailleurs, voilà, tu parles de la Lynch-Tale, justement, la séquence fétichiste dans l'esprit du tueur où il y a ses victimes. Tu la superposes avec le clip Closer de Nine Inch Nails. On est complètement dans ces trucs-là. Mais c'est intéressant parce que le réalisateur, Tarsem Singh, disait que lui, il considère qu'il a poussé ce genre de film de tueur à l'extrême et il dit, moi, j'ai même pris plaisir à presque à caricaturer une Mais oui. caricature. Et il dit, en fait, on peut pas ridiculiser ce qui est déjà ridicule, entre guillemets, donc faut y aller à fond. Et il insiste effectivement tout le long en disant, moi, je veux que ce soit un opéra, quoi. Donc, tout y est. Mais c'est intéressant parce qu'il pousse la démarche du film, de l'esthétisation du film, de film de serial killer, mais en utilisant sa propre boîte à outils, j'ai envie de dire, ses propres codes visuels à lui. C'est-à-dire que il va pas pousser plus loin des choses qui étaient déjà assez extrêmes dans le film de serial killer, comme je dis, qui étaient très marquées à cette époque, là, au tournant des années 90-2000. D'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans d'autres films que des films de serial killer, les filtres très prononcés sur l'image, les filtres verts, les filtres jaunes, l'image granuleuse, des focales qui aplatissent énormément l'image, tu vois, le côté... ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les films de Tony Scott de l'époque, dans du Michael Bay, Mhm. dans une école qui vient aussi de la pub et du clip, ce qui est le cas de Tarsem Singh d'ailleurs, hein, parce que Tarsem Singh Oui, vient de la pub, il a travaillé pour Coca-Cola, pour Nike, et dans les clips, on connaît surtout le clip de REM, Losing My Religion, qui oui. a Et vraiment... alors, d'ailleurs, Losing My Religion, il y a des choses visuellement qui sont, qui enfin annonce voilà, vous déjà voyez. The Cell, ouais. Oui, ah mais complètement, on voit complètement l'affiliation et même le clip le plus récent qu'il ait fait pour un artiste, c'est 911 de Lady Gaga. Et pareil, j'aurais vu ce clip sans savoir que c'était du Tarsem, j'aurais dit que c'était du Ouais. Tarsem, quoi. Parce qu'il y a une démesure dans l'image, dans les costumes, où tu as l'impression que c'est bordélique et plus tu regardes le truc et puis tu fais non, non, tout est très réfléchi, Ouais. tout est à la fois démesuré
et tout est maîtrisé. Exactement. L'intérêt, c'est qu'il a son propre style, c'est qu'il va pas dans ce côté, voilà, filtre jaunâtre, filtre verdâtre, montage très frénétique. C'est pas du tout un film qui a les stigmates, je dirais, des films du tournant des années 90-2000. On n'est pas sur un film avec un montage épileptique. On était dans une période où le montage, ça allait de manière de plus en plus frénétique. Là, à part deux, trois séquences oniriques où il va y avoir deux, trois images qui vont se succéder un peu perturbantes, qui vont se succéder à un rythme un peu soutenu. Le reste du temps, il se pose. La musique, c'est Howard Shore, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Howard Shore. Elle C'est se ça. pose très souvent, elle s'efface même quand il y a besoin. On n'est pas dans un truc, tu vois, marqué par de la musique techno, électro de l'époque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il pousse la logique de faire un film qui est très maniériste en fait, d'une certaine façon, qui est très esthétisant, mais avec ses propres codes à lui. C'est un univers qui va beaucoup piocher dans les icônes religieuses, qui mélange, donc il est d'origine indienne, la culture des cultures hindouistes avec de l'iconographie, de l'idolâtrie même catholique. Il est allé aussi chercher parfois dans la mythologie, il a fait le film Les Immortels. Donc il y a toute cette iconologie qui parfois tend un peu vers le Pierre et Gilles. Hein. Ah mais oui, Dans la dernière partie c'est du film, on a l'impression que presque il y a Pierre et Gilles qui sont venus faire un remplacement un ah mais après-midi. complètement à partir du moment où Jennifer Lopez arrive habillée comme une icône et il y a ces enluminures qui s'ajoutent dans le cadre quand elle est en train de parler. Elle s'entretient avec Karl Starger, donc mais sa version enfant. On n'a pas encore dit, c'est que dans le film, quand elle se promène dans son esprit, elle peut le voir autant en version quand il était enfant que sous sa forme actuelle, voilà, d'adulte. À la fin, enfin, je veux dire, quand elle retourne dans la réalité, elle dit même qu'il y a des moments où elle rencontre une représentation de lui où il est presque comme une espèce de roi dans un royaume Ouais. malade, quoi. Donc, et effectivement, il y a le fait qu'il se promène avec à chaque fois ces espèces de grandes capes, ces couronnes, ça contribue à la fascination qu'on peut avoir. Il y a toute une utilisation des costumes et du maquillage qui à la fois sont complètement somptueux et magnifiques, mais qui sont pas du tout glamour, quoi. Alors glamour, je pense qu'il y a aussi, tu vois, quand tu parlais du mauvais accueil que le film a eu sur certains spectateurs, il y a quand même une part de glamour qui reste dans le film, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a quand même une partie du public qui a voulu rejeter le film en bloc parce qu'il y a vu quelque chose justement peut-être d'un peu glamour, d'un petit peu hollywoodien dans cette grosse production portée par Jennifer Lopez qui était déjà une icône, la bomba latina, tu vois, de l'époque. Et il y a Oui, un côté, ouais, bon, c'est parfois on a l'impression de voir une couverture de Citizen K, tu vois. Comme Tarsem Singh a fait aussi ça, tu vois, il a fait aussi de l'image de mode, il a fait aussi de l'image publicitaire. Je pense quand même qu'il y a une part de glamour qui reste dans le film, que certains vont invalider sous prétexte justement qu'on est dans une logique hollywoodienne de vouloir glamouriser l'héroïne et la figure du bien contre la figure du mal. je pense que de toute façon, ce qui est frappant dans le film, c'est qu'il y a des effets qui sont très théâtraux et pourtant, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. Alors, je pense qu'on l'accepte parce que on passe dans un monde qui est celui des rêves. On rentre dans l'esprit de personnages, donc ça n'a pas à avoir forcément une logique ou une réalité. Mais malgré tout, le simple fait d'avoir utilisé beaucoup de décors en dur font que le film, moi, je trouve que 24 ans après, il n'a rien perdu de sa force et de son intérêt. Comme tu dis, ne serait-ce que le début d'ailleurs qui commence, je pense qu'ils ont tourné dans le Sahara. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé les localisations. Alors, ils ont tourné dans le désert de Namibie. De Namibie, ah ouais, alors c'est encore plus dingue. Ouais, et c'est le nord de la Namibie. Ouais, c'est là où ils ont tourné Et Fury Road. ah oui, non, mais c'est un décor naturel qui est Extraordinaire, ouais. absolument incroyable. Et il disait lui-même, c'est un décor où on a, pour ainsi dire, on n'a rien touché. C'est-à-dire que même le bateau et cette espèce de carcasse de bateau échoué qu'on voit au début, Ouais. il dit, elle était là. Oui, c'est ça qui est assez fou dans The Cell, c'est vrai que ça t'emmène dans des échelles auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de l'enfant, la version enfant de Carl, qui apporte un deuxième enjeu, en fait, à la fin du film, le film va se séparer en deux enjeux, va se dégager une deuxième intrigue en parallèle qui est
est une intrigue psychologique, psychanalytique, d'une certaine façon de sauver la part d'innocence de Carl, de sauver l'enfant intérieur, the inner child, comme disent les Américains qui sont très attachés à cette doctrine psychanalytique. Donc c'est intéressant parce que là aussi, oui, on est sur un film de serial killer, mais le film va prendre sa propre voie et proposer quelque chose qui bifurque de l'intrigue principale. Elle est là pour abréger ses souffrances et il faut qu'elle noie quelque part ce méchant-là pour donner enfin la paix à son enfant intérieur, quoi. Et c'est une résolution en fait qui du coup est très intéressante. C'est une fin qui est extrêmement mélancolique, hein, d'ailleurs. C'est pas du tout dans le truc du genre voilà la nana qui va venir botter le cul du méchant et pas du tout. On est quand même sur une démarche qui est beaucoup plus douce amère. Oui, et puis surtout la richesse de la direction artistique de Tarsem Singh. On n'a pas cité aussi le décorateur qui est Tom Foden, qui est son décorateur attitré sur ses différents projets aussi. On a cité Eiko Ishioka au costume, c'est bien aussi de citer aussi son chef déco. Sa direction artistique et puis le fait qu'on ait une héroïne, une protagoniste qui bascule dans un autre monde, qui ouvre porte sur porte dans un monde onirique, forcément ça vient convoquer le format, le schéma du conte en fait. Et donc forcément, on n'est plus simplement dans un film de serial killer terre à terre, j'ai envie de dire, si tant est, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, que les précédents films de serial killer de cette vague de films étaient vraiment réalistes et vraisemblables. Mais comme là, il va forcément piocher du côté du conte, avec en plus cette figure de l'enfant perdu dans ce labyrinthe dans lequel on doit essayer d'attraper la main, forcément, et ces créatures de monstres, d'ogres, tu vois, de créatures fantastiques qu'il y a autour d'elle, finalement, ça convoque le récit du conte, et du coup, ça t'aide à suspendre ton incrédulité, parce que, voilà, tu rentres dans une sensation qui est la sensation que t'as aussi quand tu lis un conte très étrange, enfant, quand tu vois des images perturbantes, enfant, comme lui, enfant, a vécu des passages perturbants, et tu sais que là, tu te dis, ok, je bascule dans quelque chose d'autre, voilà. Il s'agit pas simplement de savoir si le film appartient au récit de la science-fiction, si on est dans un futur proche pour que cette technologie soit développée. On accepte tout ça parce qu'on bascule dans quelque chose qui évoque le conte, qui évoque les conventions du conte, et je dirais même les sensations du conte. Et surtout, je pense que ce qui est marquant aussi, c'est que c'est l'époque où on savait encore mener des récits qui étaient bien construits et bien rythmés en 1h40. Eh oui, c'est vrai. Qui aujourd'hui est de plus en plus rare. Quand il y a une espèce de démesure visuelle comme ça, faut quand même arriver à la contenir. C'est aussi le rôle des producteurs qui ne sont pas que des méchantes personnes qui sont là pour brider la liberté des artistes, mais aussi pour à un moment savoir leur dire quand est-ce qu'il faut couper, ou pour des questions de rythme, des questions d'intérêt. Mais c'est surtout, je pense, le voilà, type de production que représentait The Cell pour New Line Cinema. J'insiste sur New Line Cinema parce que c'est un studio qu'on a perdu depuis, qui maintenant a été ingurgité par Warner, quoi. Et c'est vrai que c'était quand même un truc particulier, New Line, hein. Ça faisait partie de ces trucs qu'on a eu dans les années 80-90 jusqu'au milieu des années 2000, qui nous a quand même proposé des trucs un peu fous, des projets dingues, comme ça a été le cas avec Seven, comme ça a été le cas ici avec The Cell, comme ça a été le cas aussi avec Blade. Je suis d'ailleurs en train de réaliser que New Line Cinema, c'est aussi Dark City. Dark City, bien sûr, Dark City. C'est-à-dire maintenant, il y a souvent un problème sur l'utilisation du mot film culte. T'as souvent maintenant des films où on te colle sur l'affiche Instant Cult Classic. Et tu dis, non, le culte, ça se décrète pas à la sortie d'un film. Et en général, ça concerne souvent des films qui n'ont pas du tout marché à leur sortie. Je veux dire, Blade Runner, c'était un four. Dark City, c'est pareil, ça n'a pas marché. The Cell, ça a très moyennement marché, et ce sont des films qui sont devenus cultes avec le temps, et ça se décrète pas. Après, à quoi ça tient? J'en sais rien, hein. Je pense que c'est comme les succès, on sait pas ce qui va être un succès ou ce qui va être un four, mais je constate que voilà, ce sont quand même des films qui sont à la fois ancrés dans une époque et qui ont réussi à développer quelque chose d'assez intemporel dans leur récit et dans leur manière de développer un film, qui fait qu'aujourd'hui encore ils ont ce statut culte, quoi. Ouais. Is that right? In what world do you live in? Carl, where is Julia Hickson? No names. No names! Where is she? I know you, Carl. You want to tell me. You know me. You know who I am. Where is she? Where's Julia?
Where's Julia, Carl?